Aujourd'hui, énormément de projets IoT échouent à cause de 3 problèmes. La portée, le coût et l'autonomie. C'est là que le LoRa devient intéressant. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du LoRa. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment paramétrer les capteurs sur la passerelle avec leur identifiant unique, comment paramétrer la passerelle et enfin comment récupérer toutes ces informations sur votre ordinateur ou sur votre smartphone via Internet. Félicitations au gagnant de la dernière vidéo, son nom s'affiche juste ici. Vous pouvez nous contacter par mail pour qu'on puisse vous envoyer votre lot. Et comme d'habitude, l'espace commentaire vous permet de nous poser des questions sur ce système ou pour nous donner des idées pour nos prochaines vidéos. Donc qu'est-ce que le système LoRa? Donc l'idée c'est de faire communiquer des capteurs de différentes sortes sur une passerelle en utilisant très peu d'énergie, ce qui vous permet d'avoir une autonomie accrue sur les capteurs. Une fois qu'on a récupéré ces informations sur la passerelle, on les envoie sur Internet et ensuite on peut les récupérer sur notre ordinateur ou sur notre smartphone. L'avantage de ce système, c'est qu'on peut avoir une portée de plusieurs kilomètres entre la passerelle et les capteurs. La passerelle se connecte sur Internet suivant les modèles en 4G, en RJ45 ou en Wi-Fi. On se retrouve sur le PC pour la configuration de tout le système LoRa. On va vous mettre un petit sommaire sur toute la vidéo qui va vous permettre d'aller directement à ce qui vous intéresse sur la configuration. Vous pouvez retrouver le tutoriel complet sur le site du fabricant. On va faire ici un petit tutoriel rapide. Je vous ai fait un petit bloc-notes avec toutes les informations utiles qu'on retrouve dans la fiche technique, mais qui sont un petit peu perdues dans la masse des informations pour vous aider au paramétrage. Donc on va commencer par se connecter sur sa passerelle et faire la configuration. Donc il y a deux méthodes, soit la méthode par Wi-Fi, soit directement s'y connecter en Ethernet. On va le faire ici en Wi-Fi pour plus de facilité. Après avoir alimenté la passerelle et attendu quelques minutes, on peut s'y connecter donc en Wi-Fi. Donc le nom commence par Draguigno- et quelque chose derrière. On s'y connecte. Il nous demande le mot de passe. Donc vous allez voir dans le bloc-notes, je vous ai tout mis. Donc le mot de passe pour le Wi-Fi, donc c'est Draguigno plus Draguigno. On le colle dans le mot de passe et on est connecté sur la passerelle. Il faut ensuite aller sur la page que je vous ai indiquée avec l'IP en Wi-Fi, donc 10.130.1.1 dans le navigateur. Et on arrive sur cette page qui nous permet de se connecter sur la passerelle. Donc pareil, mot de passe c'est route et password Draguigno. Tout ça c'est indiqué dans le bloc-notes et dans la fiche technique du fabricant. On arrive sur cette page-là. Si vous n'arrivez pas sur cette page-là, c'est que votre passerelle n'est pas forcément à jour. Ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est simplement connecter la passerelle en Ethernet sur votre box et elle va attraper directement la mise à jour. Donc on appuie sur Quick Configuration. Là ici, vous demande de changer le mot de passe. Moi, je ne vais pas le faire. Il va vous mettre un message pour vous dire que le mot de passe par défaut, c'est à des risques potentiels. Donc nous ici, on passe. Ici, on doit se connecter sur notre connexion Internet. Donc soit on le fera en Ethernet, soit on le fera en Wi-Fi. Nous ici, on va le faire en Wi-Fi. Donc j'ai fait un partage de connexion avec mon téléphone. Et il suffit de renseigner ici. À cette étape-là, il nous demande de configurer le module LoRa. Donc nous, ici en France, on choisit EU868. Ensuite, au niveau du service LoRaWAN, on a plusieurs choix. Soit on veut que le serveur soit hébergé directement sur notre passerelle, soit on veut que ça soit sur un serveur externe comme The Sync Network. Donc c'est ce que nous on va faire ici. Donc il suffit de connecter ici donc The Sync Network et de choisir la région qui nous intéresse, donc nous la région Europe, et de continuer. Une fois qu'on arrive ici, donc il nous dit que notre module LoRa fonctionne bien, que notre point d'accès fonctionne bien, mais ça on va pouvoir le déconnecter, et qu'elle est bien connectée sur Internet, donc en Wi-Fi via mon téléphone, mais vous pouvez également la connecter en Ethernet. Donc une fois qu'on a fait ça, c'est tout pour la passerelle. On va passer à la configuration de The Sync Network. Donc je vais me déconnecter du Wi-Fi dessus et on va passer directement sur The Sync Network. Donc dans le bloc-notes qui récapitule toutes les étapes, je vous ai mis le lien de The Sync Network pour arriver au bon endroit. Il vous suffit de vous créer un compte et ensuite, une fois que c'est fait et que vous êtes connecté sur votre compte, il faut cliquer en haut à droite dans Console. On choisit la zone Europe. Ici, voici comment se présente plus ou moins l'interface. Donc, première chose à faire, c'est ajouter
la gateway, donc la passerelle sur le logiciel. Donc ici, moi je l'ai déjà fait, mais je vais vous montrer la configuration. Donc il suffit d'appuyer sur Add New Gateway et de rentrer la gateway EUI. Donc c'est un code qui se trouve à l'arrière de votre passerelle et qui est fourni par le fabricant. Une fois que c'est fait, il faut attendre quelques minutes que tout ça se synchronise et vous avez le statut ici avec un petit bouton vert qui signifie qu'elle est bien connectée sur votre réseau The Sync Network. Il faut ensuite faire une application pour ajouter les différents capteurs LoRa sur la passerelle. Donc moi j'ai déjà ajouté un HT52 de chez Dragino et on va faire ensemble l'ajout du capteur d'humidité de chez MakerFab. On va ajouter ensemble ce capteur sur la passerelle. Donc il faut aller dans On Device, Register. Ensuite, suivant les préconisations du fabricant, donc on va se mettre sur les paramètres qu'il indique et suivre directement. Donc ici, il nous demande de se mettre sous ces paramètres-là. Donc, 1.3. Ok, ça c'est bon. Ensuite, il nous demande de mettre le Join EUI. Donc ici, le Join EUI, c'est ce qu'on appelle le APP EUI sur leur appellation. Donc ici, on voit le tableau avec la correspondante. Donc on va mettre le APP EUI. Ensuite, on renseigne le DEV EUI. Et enfin, on renseigne le APP Key. On lui donne un nom. Donc ici, je vais lui marquer Sol. Et on clique sur Registered. Quand on retourne dans On Device, on voit qu'il n'a jamais eu d'information. On va cliquer, comme indiqué dans la fiche technique, sur le bouton et attendre quelques secondes que la LED s'allume. Et on voit ici qu'on vient de recevoir des données il y a 17 secondes. Il faut ensuite aller télécharger le payload formateur en fonction de votre capteur. Donc moi ici, c'est le AgroSense, voilà, c'est celui-là. Exact. Donc, et je vais sur ce document que je sélectionne, copie, et je vais mettre ces informations-là dans Payload Formateur en utilisant Custom JavaScript Formateur, et donc je mets ici. Et je valide. En fait, ça permet, de base, on reçoit les informations brutes, et ça permet en fait de décoder les informations qu'on reçoit du capteur pour avoir des données exploitables par le logiciel. Une fois qu'on est ici, pour pouvoir récupérer les informations de manière à les afficher sur un smartphone et que ce soit plus ergonomique, on va utiliser le site qui s'appelle DataCake. Donc ça va vous permettre de faire des graphiques, des courbes, des fromages, etc. Donc moi j'ai déjà mon premier appareil. Donc c'était le capteur LH52 et donc on va le faire ensemble pour ajouter ce nouveau capteur. Donc il faut appuyer sur ajouter un appareil, choisir LoRaWAN, créer un nouveau produit, le nom on va le mettre du coup Sol, suivant. Donc ici nous on va faire une intégration à partir de The Sync Network, donc il faut cliquer sur ce paramètre. Ici il nous demande le DVI de notre capteur que je vais mettre ici, donc on peut aller sur The Sync Network sur notre appareil pour copier directement le DevUI pour être sûr de ne pas se tromper. Donc, on le colle ici, coller, on va lui donner un nom, donc Sol toujours, et on clique sur Ajouter. Pour que la communication entre DataCake et The Sync Network se fasse, il faut aller dans le compte de DataCake, cliquer sur Paramètres du compte, et ici vous avez un token API que vous devez copier pour ensuite aller le mettre dans The Sync Network pour autoriser The Sync Network à aller inscrire les informations chez DataCake. Donc il faut aller dans Webhook et faire comme moi ici, donc créer Add Webhook, choisir DataCake, mettre son identifiant, donc là on peut mettre un petit peu ce qu'on veut, et mettre le token qui vient de chez DataCake. Donc on va laisser les données se transférer et on se retrouve juste après, en sachant que le capteur de Sol est configuré par défaut sur 20 minutes.
Maintenant qu'on a bien récupéré les données sur DataCake, on va simuler une augmentation de l'humidité. On voit sur le graphique que plus on s'approche de 1600, plus la terre est sèche, plus on s'approche de 1200, plus la terre est humide. Il y a un petit bouton sur le capteur qui nous permet d'envoyer les données sans attendre les 20 minutes entre chaque mesure. Je vais mettre ma main pour simuler un peu plus d'humidité et je vais appuyer sur le bouton. Donc là je vais sur mon application The Sync Network et on voit qu'on a bien reçu les informations avec la valeur qui a changé, donc qui est passée à 1258. On retourne sur DataCake et on attend les données qui arrivent. Donc là on voit bien qu'on est passé à 1258, qui signifie que la terre est beaucoup plus humide. On voit également un petit graphique ici avec les différentes valeurs. Donc on était à 1535 et là on est descendu à 1258. Donc il est possible de faire des graphiques à la journée et même au mois et même sur des périodes personnalisées. On a également le statut sur la batterie qui nous permet de savoir si nos piles sont encore bonnes. Des informations sur la qualité du lien. Donc ici, moins 53 dB et 1380, c'est un lien qui est très très bon, puisque on a les deux appareils côte à côte. Sur cet onglet, vous avez la possibilité d'ajouter des petits widgets un petit peu à votre convenance, donc sur la format ordinateur et même en format mobile, pour visualiser vos informations directement. Nous allons pouvoir passer maintenant au test de portée. Donc je vais mettre la passerelle sur le bord de la fenêtre. Comme j'ai deux capteurs qui sont sur mon système, ça va permettre de tester la différence de portée entre ce genre de capteur avec une antenne interne et ce genre de capteur avec une plus grande antenne. On va pouvoir comparer les deux en temps réel. C'est parti. On a fait le premier test à 500 mètres et on avait déjà perdu le signal. Donc quand on utilise des passerelles à l'intérieur, c'est pas adapté pour ce genre d'utilisation. Donc là ce qu'on a fait, c'est qu'on a positionné notre passerelle à l'extérieur et on va aller refaire des tests pour voir si ça a amélioré le signal. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous avez des applications où il vous faut plus de portée, installez une antenne LoRa à l'extérieur parce que les passerelles d'intérieur vont plutôt être réservées à des capteurs qui sont au sein du même bâtiment. Donc là, on est à notre première distance, il est 11h42 et on va voir si on récupère bien les informations. Donc j'appuie sur le capteur de sol, donc je viens de recevoir une trame donc à 11h42 et 28 secondes et là j'ai un signal à moins 0,8 et un RSSI à moins 115. Je viens d'avoir également à 11h42 le signal du HT52 et lui il est à moins 3,2 en signal et moins 116 en RSSI. Donc on va se mettre un petit peu plus loin et vérifier si on a toujours quelque chose. Donc là on est au deuxième endroit. Je vais appuyer sur le bouton du capteur de sol et on va voir si on reçoit toujours les trames. Il est 11h44. Donc on a bien reçu une trame, on a un signal à moins 2 et un RSSI à moins 115. Et on va attendre, voir si on a le signal du capteur intérieur. On a reçu également les valeurs du capteur avec l'antenne intégrée. Et là on a un signal à moins 4,8 et un RSSI à moins 116. On est au troisième endroit, donc là on s'est mis derrière des maisons et on va voir si ça influe sur le signal. Et on en restera là, ça nous permettra bien de comparer l'antenne interne et l'antenne externe et nous donner une ordre de grandeur de ce qu'on peut obtenir en portée. On a effectivement bien reçu un signal avec le capteur, avec l'antenne externe, avec un signal à moins 2,2 et un RSSI à moins 114 et on n'a jamais reçu de trame du capteur avec antenne intégrée. Donc on remarque qu'effectivement le fait d'avoir une antenne externe améliore considérablement la portée. Comme à notre habitude, on vous montre un projet concret de ce qu'on peut faire avec les capteurs LoRa. C'est un projet qui avait été réalisé par un de nos stagiaires. On lui passe le bonjour à Kylian, si jamais il passe par là. Donc il avait modélisé toutes les pièces ici en imprimante 3D. Il avait ajouté le capteur devant, capteur de température et d'humidité. Le petit capteur LoRa ici permettait de récupérer les informations de vent et de luminosité. Il avait intégré une batterie au plomb 12 volts avec un système de régulation et un système de charge solaire. Toutes ces informations pouvaient être disponibles à distance et rendaient le système parfaitement autonome.
Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo d'introduction au système LoRa. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et à vous abonner à notre chaîne pour être au courant des prochaines vidéos.